Hello à tous, je m'appelle Elena, j'ai 25 ans et j'ai créé en mars 2023 le groupe Facebook Colibri Libre. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous partager plusieurs éléments qui m'ont mené à créer ce groupe Facebook. Pourquoi j'ai créé ce groupe, pourquoi j'ai créé l'accompagnement que j'ai créé pour les soignants et d'où me sont venues toutes ces idées et pour quelles raisons aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter mes études de médecine pour me lancer à 100% dans ce projet et révolutionner la santé mentale des soignants en France. Je vais commencer aujourd'hui par vous donner un petit peu de contexte sur mon parcours en médecine. Qu'est-ce qui m'a amené à vouloir arrêter mes études de médecine? Je pense que ce sera le sujet de ce premier podcast ou de cette première vidéo. Je vais revenir sur quelques-uns des éléments qui m'ont amené à vouloir arrêter mes études. Et dans un prochain épisode, je rentrerai un peu plus en détail sur ce qui m'a amené à créer Colibri Libre. Alors déjà, je vais essayer de prendre les choses de façon chronologique et de commencer peut-être par les raisons pour lesquelles j'ai fait médecine. Quand je suis en terminale, je me souviens globalement d'être intéressée par le fait de faire des études, de poursuivre mes études en tout cas, de faire quelque chose d'intéressant. Et je suis intéressée par le fait d'être vétérinaire, il me semble, à un moment. Et je ne sais pas exactement précisément à quel moment se fait ce choix de faire médecine. Mais je sais que je me dis que c'est des études qui sont intéressantes, qui sont prestigieuses et que ça a du sens pour moi de faire un métier qui me permettra d'aider les gens. Donc je me lance à cette période-là dans ma PACES en 2016 et je me rappelle, de ce dont je me souviens en PACES, je me rappelle d'une année où je travaille beaucoup. Je fais quasiment que ça, je prends pas de pause, je suis très très fière d'ailleurs de ça à ce moment-là, de beaucoup travailler, de pas prendre de pause et d'être vraiment dans ce challenge de je vais tout donner pour atteindre mon objectif. Et finalement cette année de PACES, j'en garde un bon souvenir parce que je suis quasiment tout le temps chez moi, je travaille et j'apprends des choses qui m'intéressent et je me sens stimulée par ce que j'apprends et je trouve ça intéressant d'avoir toutes ces connaissances et ça fait du sens pour moi à ce moment-là, je pense, d'apprendre énormément. Et je réussis ma PACES de justesse lors de ma première tentative. Et donc je me retrouve à la rentrée 2017 à intégrer la deuxième année de médecine à Nîmes. Et donc je commence mon parcours d'étudiante en médecine à ce moment-là, donc par la P2 comme on l'appelait à l'époque. Je crois que ça a changé, donc je ne sais pas exactement comment on dit maintenant. Mais je commence par cette P2 et donc pareil, je garde un bon souvenir de cette deuxième année. Globalement, je me souviens de l'intégration et des connaissances pareil à emmagasiner. J'apprends plein de choses. Je me souviens que globalement, cette P2 se passe sans grande difficulté et je réussis assez bien mes examens et je suis contente de moi et je suis contente d'être en médecine à cette période-là. Et je n'ai pas beaucoup d'autres éléments de contexte sur la P2 et à ce moment-là, la seule chose dont je me souviens et dont je me rends compte plutôt a posteriori, c'est que je me retrouve pas tellement dans l'esprit carabin, dans l'intégration. Je joue le jeu parce que je suis étudiante en deuxième année et je pars pour 10 ans d'études, donc je joue le jeu et je fais ce qu'il faut pour m'intégrer à ma promo et je rencontre des gens trop cool et je suis très contente de cette année. Mais je me souviens que la partie intégration, etc., me parle pas plus que ça et je me sens pas forcément ultra à ma place dans ce contexte, mais je fais ce qu'il faut pour m'intégrer et je me sens intégrée à ma promo sans problème. Et ensuite, il y a le début de l'externat, donc la D1, qui pour nous, à Nîmes, était le début de l'externat. On commençait déjà nos stages à partir de la D1.
Et je me souviens vaguement de mes premiers stages comme j'ai un peu l'impression de servir à rien, je sais pas trop ce que je fous là, je me sens vraiment comme une merde, genre j'ai l'impression de rien savoir, j'ai l'impression vraiment de déranger plus qu'autre chose. Et globalement, la plupart des choses qu'on me fait faire, je comprends pas trop pourquoi et je comprends pas trop le sens de ce qu'on me fait faire. Mais voilà, je suis en 3e année de médecine, j'ai pas trop le choix, donc je me souviens que je me pose pas plus de questions que ça, mais qu'au niveau du rythme de travail, ça commence à s'intensifier, qu'on commence à bosser sur les collèges, du coup, on a les cours de la fac, plus les collèges, plus les activités de la fac, les activités justement de la vie étudiante, et que je me souviens de cette période comme je suis un peu surchargée par tout ce que j'ai à faire. Et globalement, j'ai pas trop de temps pour tout ce qui a du sens pour moi, donc tout le reste en fait, c'est-à-dire tout ce qui constitue ma vie personnelle. Et globalement, ma vie se résume à mes stages, mes cours et la vie sociale à la fac, dans laquelle je suis pas non plus investie à 200%, donc je trouve même pas le temps d'être investie à 200% là-dedans. Donc je me souviens globalement de cette 3e année comme intense et j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps de faire des choses. J'ai pas le temps de profiter de ma famille, j'ai pas le temps de voir mon copain autant que je voudrais, j'ai pas le temps de pratiquer les activités qui me plaisent et je sens que les choses que j'ai laissées tomber en PACES, c'est pas forcément trop le moment de les reprendre et que j'ai pas forcément le temps. Donc je me souviens de ça globalement sur cette 3e année. Pour la 4e année, la D2, je me rappelle d'un stage en médecine générale où pour une fois je me dis ok, je crois que ça a l'air cool comme spécialité, ça a l'air vraiment intéressant et pour le coup on est vraiment dans le soin et c'est là où je retrouve enfin un petit peu les valeurs que j'avais imaginées trouver partout en médecine, être à l'écoute des gens, être là pour eux, vraiment connaître les patients, etc. Donc je trouve un peu de sens dans ce stage de médecine générale en début de D2. Et puis c'est reparti pour des stages à l'hôpital. Et globalement, sur cette D2, je me souviens que la plupart de mes stages ne me plaisent pas plus que ça. C'est l'année du Covid aussi, donc il y a une partie où on est réquisitionné pour prendre la température des gens à l'entrée de l'hôpital. Enfin bon, encore une fois, on fait des choses où je trouve pas trop ma place, je vois pas trop la valeur que j'ai en faisant ça et je me sens pas je me sens pas utile, j'ai pas l'impression d'apporter quelque chose de spécial, j'ai vraiment l'impression de pas trop savoir ce que je fous là. Je me souviens du coup du dernier stage de ma D2 qui était en psychiatrie où là pour le coup je me dis ok, la santé mentale c'est vraiment quelque chose qui me parle, je me sens plus à l'aise en psychiatrie parce qu'il y a une sorte d'ouverture d'esprit dans laquelle je me sens plus à l'aise, où effectivement on est moins carré, moins tout ou rien en fait, on est un peu plus, on recherche un peu plus à comprendre, etc. Enfin, c'est ce que je ressens, hein. C'est pas une vérité, mais c'est ce que moi je ressens à ce moment-là. Et donc je me retrouve un peu dans ce stage de psychiatrie. Et puis finalement, cette D2 se termine après cette période Covid où je me souviens globalement que ça n'a pas été évident pour moi. C'est pas le sujet là, donc je rentrerai pas en détail, mais je pense que c'est le début d'une longue descente aux enfers qui s'amorce un petit peu à cette période-là du Covid où il y a eu plusieurs facteurs qui se sont mélangés et qui ont rendu les choses compliquées pour plein d'étudiants, je pense, et puis pour plein de personnes de manière générale. Et donc j'identifie un peu le début de mes difficultés à ce moment-là. Et après un court été de vacances, débute donc la 5e année. Et là, pour le coup, c'est vraiment le début de la fin pour moi. Entre l'approche du concours, l'approche des ECN qui commence à me faire stresser un petit peu et les stages où je me sens vraiment pas à ma place, où je commence à, comme tout externe, expérimenter des choses pas très cool en stage. J'ai le sentiment d'être nulle, de rien savoir. Il y a la pression qui est de plus en plus forte parce que on est en 5e année, donc de plus en plus de remarques du type tu devrais savoir ça, comment ça tu sais pas encore ça, etc. Donc ça commence à me peser un peu et je me dis en fait
Enfin, je bosse 12 heures par jour et je suis toujours autant éclatée, je connais rien et en fait, j'ai le sentiment qu'à chaque fois que je suis en stage, globalement, ce que je fais, ça sert à rien et que je fais toujours... Enfin, que je connais pas suffisamment de choses alors que je passe ma vie à travailler. Et donc, globalement, je commence à ressentir un peu une petite frustration, je pense, de passer ma vie à travailler pour être en permanence, avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et je commence à avoir quelques symptômes dépressifs, donc être triste, avoir du mal à dormir. Donc je pense que c'est vraiment à cette période-là que s'installent mes insomnies. Donc pendant une grosse partie de ma 5e année, je dors plus correctement en fait. Enfin, il y a même des nuits où je ne dors pas du tout. Donc évidemment, j'essaye de voir un psychiatre, un médecin généraliste pour essayer de régler le problème. Donc j'ai tenté différentes choses pour essayer de mieux dormir, mais en fait je me rends bien compte que le problème c'est que je me sens pas bien en fait. Le matin quand je me lève, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie d'aller en stage et je commence à vraiment ressentir une forme de lassitude de en fait je trouve plus de sens à ma vie depuis plusieurs mois et ça commence à vraiment s'installer. Et c'est à cette période-là que on commence les gardes aux urgences à Nîmes. Donc du coup, je me suis retrouvée à commencer à faire des gardes de 24 heures aux urgences. Et au début, disons que c'est pas la partie que je préfère de mes études, mais ça va. Enfin, je me dis que je vais y arriver. Je sais plus combien on en a à faire. Je sais pas, une dizaine ou quelque chose comme ça. Donc bon, je me dis, voilà, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Ça fait partie des choses qu'on est obligé de faire pour valider notre parcours en médecine. Donc, j'ai pas le choix, je le fais. Et puis, en fait, ces gardes aux urgences, au bout d'un moment, ça commence à vraiment me peser. Je me rends compte que je supporte plus trop le fait de pas pouvoir manger à un horaire normal, de pas pouvoir dormir alors que je suis juste épuisée et incapable de travailler. Et je me rappelle de cette période comme vraiment... une énorme perte de sens sur mais pourquoi je suis obligée de faire ça pour être médecin en fait, genre pourquoi je suis obligée de pas manger, pas dormir, pas prendre soin de moi, pas avoir le temps de voir mes proches et pas avoir le temps de faire ce qui est important pour moi. Donc je commence à vraiment avoir ce questionnement de mais pourquoi en fait, pourquoi j'en suis là, pourquoi je fais ça, pourquoi je suis obligée de faire ça. Et ça s'intensifie de garde en garde et je sens qu'à chaque garde c'est de plus en plus difficile. Il y a des moments où je me retrouve à pleurer dans les toilettes. Je pense que clairement, je suis loin d'être la seule et il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront dans ça parce qu'au final, je me suis rendu compte avec le groupe Facebook que je n'étais pas la seule à avoir vécu ce genre de choses. Donc, je commence à aller pleurer dans les toilettes pour lâcher un peu la pression. Puis, ça va crescendo jusqu'au moment où vraiment, genre, je pleure avant d'y aller. Genre, je me rappelle de... être chez mes parents, enfin chez les parents de mon copain, avec mon copain et pleurer en disant que je veux pas y aller en fait, que je peux pas faire cette garde et que c'est impossible. Et je me souviens vaguement de lui qui me dit n'y va pas, en mode comme si c'était si facile, et moi qui réponds mais en fait tu comprends pas, genre c'est impossible en fait, je peux pas ne pas y aller, enfin j'ai pas le choix, si j'y vais pas, y a quelqu'un qui doit y aller à ma place et mes co-externes ils sont probablement dans le même état que moi. Donc je me souviens de ce schéma un peu de toute façon si j'y vais pas c'est quelqu'un d'autre qui est dans la merde et donc j'ai tellement envie d'être une bonne personne que je peux pas, c'est intolérable pour moi de penser laisser cette garde à quelqu'un d'autre que moi. Et puis au fur et à mesure il y a une fois où il y a une garde où vraiment j'en peux plus et je suis avec une de mes co-externes, je me rappelle très bien d'avec qui je suis. Et pendant la garde, à un moment donné, j'invente un truc. Je dis à ma co-externe, en fait, j'ai oublié un truc chez moi, un médicament que je dois prendre, donc je vais rentrer chez moi et je vais le chercher pour le prendre. Et en fait, je fais ça parce que je suis à 2 doigts d'exploser et que j'ai besoin juste de rentrer chez moi pour souffler. Et donc, je dis à mon copain, j'arrive, je rentre, juste faire une pause pendant la pause où je suis censée avoir la possibilité de manger. Je rentre chez moi et là j'arrive et je m'effondre complètement. Je me rappelle de 20 minutes où je pleure et je suis en fait incapable de manger ou de faire quoi que ce soit. Juste je lâche la pression de... en fait je supporte plus de faire ça en fait. Je supporte plus de travailler en étant épuisée et donc d'avoir peur de mal faire, de faire quelque chose qui pourrait nuire à un patient. Enfin vraiment je supporte plus cette pression.
Et je m'effondre et après ces fameux 20 minutes passées à pleurer, je finis par me reprendre un peu et je me remets et je mange rapidement et puis je commence à me rendre compte que bientôt il va falloir que j'y retourne. Et là, je me rappelle vraiment d'un moment... En fait, je me rappelle vraiment de la douleur et de la souffrance à l'idée d'y retourner, en fait, d'envisager retourner à l'hôpital. Et je me rappelle que du coup, mon copain me ramène en voiture pour pas que j'aille seule et que je pleure tout le trajet. Et tout le trajet, je me dis, mais en fait, je veux pas vivre ça, genre, je veux pas y retourner, je suis incapable de travailler, je suis pas en état et je vais faire de la merde et de toute façon, j'ai pas envie d'y aller, en fait. Genre, c'est pas possible pour moi de retourner à l'hôpital et de m'infliger ça à nouveau. Et en fait, j'y retourne parce que trop de pression, trop de stress, trop peur de ce qui pourrait se passer si quelqu'un sait que je suis partie pendant ma garde, si je dois aller voir mon chef et lui dire que je peux pas finir ma garde. Je pense qu'il y a un mélange de honte de pas être à la hauteur et de culpabilité de genre si du coup je dois m'arrêter et qu'il y a d'autres externes qui doivent prendre ma place, en fait voilà aussi le regard des autres de qu'est-ce qu'on va penser de moi en fait si on se rend compte que je suis pas à la hauteur. Et au final, je me souviens pas bien de la fin de cette garde et de comment ça se termine, mais globalement, je termine vite fait cette garde. Et je me souviens après de toute une période où je fais tout pour refiler mes gardes, en fait, et j'essaye de trouver des personnes qui veulent bien les faire à ma place. Je propose à ces personnes de les payer plus pour qu'ils puissent faire la garde en question, parce que notamment, je crois qu'il y en avait une qui tombait le jour de l'anniversaire de mon frère, et je voulais absolument refiler cette garde parce que je trouvais ça insupportable de pas pouvoir aller à l'anniversaire de mon frère. Je me disais, j'ai 20 ans, genre je peux pas aller à l'anniversaire de mon frère. C'était insupportable pour moi d'envisager ça. Et bon, globalement, cette fin de Détroit, je me souviens pas de tout et de comment ça s'est terminé. Je me souviens que finalement, ces gardes aux urgences, au bout d'un moment, je les ai toutes faites et que j'ai fini par en refiler quelques-unes. Et que globalement, toutes les personnes avec qui j'en parlais me disaient que pour eux aussi, c'était dur et que eux aussi, ils en pouvaient plus et que eux aussi, ils auraient aimé pouvoir refiler des gardes. Et puis, je me rappelle de cette période-là surtout parce que... je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle très bien que c'est à ce moment-là de ma vie que pour la première fois, je me dis que finalement, je pense que mettre fin à mes jours, ça serait la meilleure solution et que ce serait le meilleur moyen pour échapper à cette situation que je supporte plus. Et donc, je commence à penser à des moyens en fait de mettre fin à mes jours et de plus aller en garde, de plus supporter cette pression et surtout de pas faire face à l'échec potentiel de j'ai pas tenu jusqu'au bout en fait, j'ai pas été à la hauteur, je serai pas médecin et de pas avoir à vivre cet échec là qui à ce moment-là me paraît plus douloureux que le fait d'arrêter de vivre. Et j'ai énormément de chance dans ce moment-là d'être très bien entourée et d'avoir le courage d'en parler à mon copain et je crois vaguement peut-être un psychologue que je voyais à cette période-là. Et que finalement, je vois un psychiatre aussi très bien qui m'aide vraiment à remettre les choses dans leur contexte et à me rendre compte que pour être un bon médecin, il n'y a pas juste les gardes et les cours, mais qu'il y a aussi plein d'autres qualités à développer. Et je me rappelle vraiment avec beaucoup de gratitude de choses que ce psychiatre m'a dit qui m'ont beaucoup aidé à prendre de la distance par rapport à ce que je vivais et ce que je supportais pas et la conséquence que ça avait de me dire que je voulais plus vivre. Et cette période a fini par aller mieux. En tout cas, j'ai fini par aller mieux dans cette période-là grâce au soutien vraiment assez extraordinaire de mon copain et d'autres proches, de mes amis et de ma famille. Et finalement, cette période se termine par des vacances puisque la 5e année finit par se terminer. Et suite à ça, je me dis, je suis arrivée au bout de cette 5e année, il me reste plus que la 6e année. Et après, ça va être le début de l'internat. Ça va rouler, quoi. Ça va mieux aller. Puis ces gardes aux urgences, elles sont derrière moi. Maintenant, c'est fini et je vais tenir le coup pour la suite, quoi. Et donc, je me souviens donc de commencer ma D4, donc ma 6e année, pleine de motivation, pleine de détermination, avec
pas mal de clarté sur ce que je veux pas faire comme spécialité. Je sais que globalement sur tout ce parcours, les 2 spécialités qui ont fait du sens pour moi, c'est la psychiatrie et la médecine générale, que je me vois pas faire autre chose. Et donc je pars en début de 6e année en me disant que finalement, je suis là pour apprendre et je suis pas là pour un concours. Je suis vraiment là juste pour être le meilleur médecin possible à la fin. Et donc je pars avec de très bonnes intentions de prendre soin de moi, de pas trop travailler, d'arriver au bout en étant fière de moi et fière de ce que j'ai fait. Et je pars dans cette optique-là avec plein de nouvelles façons de faire, une organisation, etc. qui me convient. Et puis, je crois qu'assez rapidement, je commence à re-rentrer un petit peu dans un cycle de travail pas forcément ultra respectueux de mes besoins, etc. Je commence à avoir un peu plus de mal à travailler, etc. Mais globalement, sur la première partie de l'année, je pense que jusqu'aux fêtes de Noël, ça va à peu près. En novembre 2021, avec mon copain, on part à Miami faire un séminaire de Tony Robbins qui m'apporte énormément et me fait vraiment prendre conscience de plein de choses dont j'avais pas conscience, et notamment le fait que j'ai le droit en fait de décider ce que je veux faire de ma vie et j'ai le droit de pas accepter quelque chose qui est pas tolérable pour moi. Et surtout, je pense que ce séminaire m'aide beaucoup à me rendre compte que en fait, il n'y a pas que médecine dans la vie, il n'y a pas que le fait d'être médecin, il y a plein de gens qui font plein d'autres choses qui sont extraordinaires, et que c'est pas parce que je suis pas médecin que je suis pas une bonne personne. Et puis finalement, donc je reviens de ce séminaire avec une nouvelle croyance qui est que en fait ma valeur ne réside pas dans le fait d'être médecin. Et je me souviens vaguement du début d'année, janvier, février, du concours blanc où j'ai un classement qui correspond à ce que j'attendais, donc je suis assez contente de ce que je fais, mais je commence à fatiguer. Et je me souviens très bien qu'après le concours blanc, il y a une espèce de d'un coup j'y arrive plus, quoi. J'arrive plus à me motiver, j'arrive plus à travailler, je suis fatiguée. Je commence à sentir vraiment le poids des années d'avant, etc. Et je me souviens des premiers craquages avec une de mes potes à l'époque, avec qui on échange beaucoup sur comment on se sent, etc. Qui se reconnaîtra sûrement. Et nos premiers craquages, nos premières remises en question. Et avec cette pote, on a vachement mis en place de choses pour arriver à se préserver. Donc on discutait des différentes choses qu'on mettait en place, des pauses qu'on faisait, etc., qui allaient un peu à l'encontre en fait de ce qu'on est censé faire en D4 en fait. Enfin, vraiment, cette 6e année, pour ceux qui peut-être écoutent et qui sont pas en médecine, cette 6e année, c'est l'année du concours en fait. C'est sacré en fait. On travaille du matin au soir et il n'y a pas tellement de place pour le fait de prendre des pauses. Et donc, je me rappelle qu'avec cette amie, on discute de nos pauses, de nos balades, de tout ce qu'on fait pour essayer de tenir le coup jusqu'à la fin de cette fameuse D4. Je me souviens très bien d'une conversation avec cette pote. Un jour, elle était venue travailler chez moi et on descend, après une balade, on descend dans la rue à côté de mon appart, et je me rappelle de lui dire que tout ça, ça commence un peu à me dégoûter de médecine et que je suis pas sûre de vouloir... Enfin, je commence à avoir des doutes sur le fait d'être capable d'aller au bout, et je commence à être un peu dégoûtée de ça. Et je me rappelle de sa réponse où elle me dit mais qu'elle pas du tout, qu'elle est sûre de vouloir être médecin, etc. Et je me rappelle vraiment au moment où elle me dit ça à quel point ça me fait mal d'entendre que en fait peut-être que moi j'ai plus envie de continuer, et peut-être qu'elle a envie, et donc peut-être que je me souviens pas précisément à ce moment-là de prendre conscience de ça, mais avec le recul je me rends vraiment compte de pourquoi ça me fait mal d'entendre qu'elle elle a envie de continuer. C'est que à ce moment-là, je réalise que peut-être que moi, j'ai pas envie de continuer. Mais je suis pas du tout encore prête à le verbaliser et à l'entendre. Donc à ce moment-là, je le réalise pas à ce point-là. Mais avec le recul, je me rends vraiment compte de ça. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que c'est le début de la fin, en fait. Clairement, à ce moment-là, je pense que quelque part, une partie de moi comprend que j'ai pas envie de continuer.
Et comme le reste, toutes les autres parties de moi sont pas du tout d'accord pour, arrêter, bah, en fait, là, je commence à rentrer dans un schéma vraiment de travail en force, en fait. Donc, c'est-à-dire que je me force à travailler et je me rends vraiment bien compte que tout mon corps me dit que je suis fatiguée et que je suis plus en état de travailler, mais bah, je force parce que je suis en D4 et qu'en fait, j'ai pas le choix. Enfin, je pense qu'à ce moment-là, je pense vraiment que j'ai pas le choix et que je suis obligée de travailler. Je me rends pas compte à quel point j'ai le choix, en fait, à cette période-là de ma vie. Je pense vraiment que, bah, en fait, c'est comme ça. Genre, je peux pas faire autrement. Et j'ai vraiment cette croyance que c'est impossible de faire autrement. Et c'est à cette période-là de ma vie qu'est apparu le merveilleux cadeau qui a été l'anxiété. Et en fait, l'anxiété est apparue dans ma vie à ce moment-là. Donc, on m'a expliqué il n'y a pas longtemps que l'anxiété n'était pas une émotion, mais du coup, je vais définir ce que je veux dire par là. En gros, à ce moment-là, je commence à ressentir des symptômes physiques de stress, une boule dans la gorge et globalement une sensation d'étouffer, quoi. Et ça commence à se manifester à cette période-là. Au début, bah, je me dis, voilà, ok, je suis stressée, ça va passer. Et puis finalement, des jours et des jours entiers passent où quasiment du matin au soir, je ressens ces sensations physiques au niveau de la gorge et au niveau respiratoire où j'arrive pas à respirer, en fait. J'ai besoin de respirer et je m'autorise pas à respirer. Et en fait, donc ces symptômes, enfin cette boule dans la gorge, elle va rester présente pendant un long moment et je vais tout essayer pour la faire partir. C'est-à-dire que je suis en mode, bah, en fait, cette boule dans la gorge, elle m'empêche de travailler. Donc je vais faire ce qu'il faut pour la faire partir, en fait. Je peux pas continuer, sinon je vais pas pouvoir aller au bout de cette année. Donc je commence à me lancer dans tout un tas de tentatives pour faire partir cette fameuse boule dans la gorge, sans avoir conscience du message et du signal que c'est, qui m'indique juste probablement des choses que je suis pas encore prête à entendre. Et donc, je vais essayer de voir un psychologue, un psychiatre, de faire de la TCC. Je vois un médecin généraliste. Je fais 1 ou 2 séances d'acupuncture. Je prends des anxiolytiques. J'essaye même un truc, je sais plus exactement comment ça s'appelle, une espèce de neurophysiologie ou je sais pas quoi. Enfin, en gros, je teste encore un autre truc. Et puis, de la sophrologie aussi. Je fais une séance de sophrologie avec la mère de mon copain. Et en fait, même plusieurs séances de sophrologie. Et en fait, globalement, ça apaise un petit peu certains de ces trucs apaisent un petit peu pendant quelques minutes, quelques heures, voire peut-être quelques jours pour l'acupuncture, il me semble. Mais ça reste quand même présent en fond, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme si ça diminue un petit peu, mais ça reste quand même toujours là pour me signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et donc finalement, je suis vraiment dans cette optique de faire partir ce truc-là pour arriver à mieux travailler. Et puis au bout d'un moment, je me rends compte que peut-être que le problème, c'est travailler, en fait. Peut-être qu'à un moment donné, si j'y arrive plus, c'est que la solution, c'est d'arrêter. C'est pas du tout évident de prendre cette décision-là. Et je me rappelle très bien d'une conversation avec mon père qui est lui-même médecin, où je lui dis en fait à quel point je culpabilise d'envisager arrêter de travailler, et où lui il me dit mais en fait si tu continues comme ça, tu pourras peut-être même pas passer ton concours tellement tu seras mal, en fait. Enfin vraiment, je pense que c'est aussi une des choses qui m'a fait prendre conscience de ce que j'étais en train de faire, c'est quand mon père m'a dit ça. Mon père qui est quand même assez partisan de travailler, etc. Je me dis mais si mon père dit ça, c'est vraiment que je suis en train de faire de la merde et qu'il faudrait vraiment que je me repose. Et donc à ce moment-là, je décide avec mon copain de partir dans une maison qui est en pleine nature pendant 1 mois avant le concours. Donc on est au mois d'avril, fin avril, et on prend des billets pour partir 1 mois dans un endroit où je vais pouvoir plus me balader, prendre du temps pour moi, etc. Et au moment où j'arrive sur place, je me rappelle vraiment d'un sentiment de soulagement, de ok, en fait, je pense que vraiment ça me fait du bien, en tout cas, de bouger d'environnement, de changer d'endroit, d'aller ailleurs et d'être plus à l'écoute de ce que je ressens. Et je crois que je pars avec quasiment aucun cours. J'essaye de prendre le minimum, vraiment, je me dis, en fait, je vais essayer de travailler de façon ultra mesurée.
Et au début, je pars en me disant, je me prends une semaine de vacances. Et puis finalement, cette semaine de vacances ne s'est jamais terminée parce que je me suis dit, je reprendrai quand j'en serai capable. Et en fait, j'ai fait plein de tentatives. Et à chaque fois que j'ouvrais que j'essayais de faire un QCM sur les plateformes en ligne ou que j'ouvrais un cours, je me mettais à angoisser et je faisais presque une attaque de panique et je me mettais à pleurer et j'étais incapable d'ouvrir un cours ou de faire quoi que ce soit en rapport avec médecine. Donc dans cette période-là, je me dis j'ai pas le choix, je suis obligée de prendre soin de moi et c'est pour ça que tout à l'heure je disais en rigolant, pas en rigolant du coup, mais je disais le cadeau qu'a été l'anxiété dans ma vie parce que vraiment, je considère que c'est l'immense cadeau qui m'a permis de reprendre soin de moi et qui m'a forcé en fait à reprendre soin de moi parce que j'avais tellement de peur, tellement d'injonctions que j'arrivais pas à le faire. Donc ça m'a permis de façon obligatoire de prendre soin de moi en urgence parce que c'était plus possible, l'état dans lequel j'étais, c'était plus possible de continuer comme ça. Et donc, cette période-là, je passe la plupart de mon temps à pleurer de fatigue, je pense, à faire de la pâtisserie parce que c'est à cette période-là que je découvre Charles et Ava qui font donc des vidéos de pâtisserie. Donc, je regarde des vidéos de pâtisserie et essaye de faire plein de trucs de pâtisserie. Donc, je reprends un peu goût à la vie en faisant des trucs qui me font plaisir et qui me permettent de connecter à des choses qui ont du sens pour moi. Et puis, à cette période-là, je me souviens très très bien d'un moment où je suis avec mon copain dans la chambre et on discute. Et en fait, pour la première fois, je verbalise le fait de ne pas vouloir être médecin et je lui dis un truc du genre, je crois que je suis pas sûre de vouloir être médecin. Et je me souviens au moment où je dis cette phrase d'un immense soulagement dans mon corps, genre putain, enfin, elle a compris le message qui est là depuis des semaines. Et je me rappelle très bien d'un espèce de sentiment d'immense apaisement en mode ok, on tient un truc, tu vois, il y a quelque chose. Mais malheureusement, ce n'est pas le moment où je prends la décision d'arrêter médecine parce que évidemment, vous en doutez, il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu à ce moment-là. Et même si le fait de verbaliser ça me soulage énormément, je suis pas du tout prête à ce moment-là à arrêter mes études parce que j'ai encore beaucoup trop de peur, notamment de ce que vont penser mes proches et de tout ce que je pourrais perdre en arrêtant médecine. Et donc, ça me soulage, mais je suis pas encore prête. En tout cas, mon mental, la partie vraiment intellectuelle, n'est pas prête à arrêter. Et donc, du coup, je prends pas du tout la décision à ce moment-là. Je suis vraiment encore dans une optique de je vais passer mes ECN et on verra après. Et puis, à cette période-là, je regarde le contenu de Charles et Ava, dont je parlais tout à l'heure, là, qui font de la pâtisserie, qui sont deux étudiants en médecine qui ont lancé une entreprise dans le domaine de la pâtisserie. Et donc, je regarde leurs vidéos et puis à un moment donné, dans je crois que c'est leur story Insta, je tombe sur une story Insta qui dit un truc du genre « Ouais, t'es pas épanoui dans tes études ou t'es pas épanoui dans ton travail, t'aimes pas ce que tu fais ou je sais pas quoi. » Et je vois ça et je suis en mode « Waouh, la transition avec les choux à la crème là est un peu brutale. » Genre, j'étais pas prête à ce qu'on parle de ça maintenant et je me rappelle vraiment de répondre à la story en mode « Waouh, attendez, j'étais pas prête pour ça. » Et j'échange avec, je sais pas si c'est avec Charles ou avec Ava que je discute, mais je discute avec un des deux sur le compte Insta. Ils m'expliquent que globalement, ils ont envie de créer quelque chose de nouveau que ce qu'ils sont en train de faire pour les gens qui ne sont pas épanouis et qui ne sont pas à leur place dans leurs études. Et donc, ils me parlent d'une conférence qui va avoir lieu, je ne sais plus exactement combien de temps après, mais moi, je suis hyper contente. Je me dis, ça peut que m'aider de voir une conférence. Surtout que mon copain m'a parlé d'eux après les avoir rencontrés à un séminaire et m'a dit, voilà, ils sont hyper inspirants. Donc, moi, je me dis, trop bien, je vais aller à cette conférence, ça va m'aider. Et je me rappelle très, très bien de cette conférence qui a lieu quelques jours après. Je fais la conférence de façon hyper sérieuse. J'ai encore les notes que j'avais prises pendant la conférence et je les ai relues il y a pas longtemps. Et je fais les fameux exercices qu'ils proposent, etc. Et puis, à la fin de la conférence, ils proposent un exercice de visualisation qui m'impacte énormément et qui me permet vraiment de prendre conscience que je fais des choses
qui sont pas les choses qui font du sens pour moi, en fait. Que je suis en train de faire des choses pour répondre aux attentes des autres, pour satisfaire les autres, et que je suis pas du tout à l'écoute de ce qui est vraiment important pour moi, et que je suis complètement convaincue que c'est le bon chemin sur lequel je suis, alors que c'est clairement pas le cas. Et suite à cette conférence, ils proposent un appel avec eux, et donc moi je me dis ça peut m'apporter énormément de discuter avec quelqu'un qui a vécu la même chose que moi et qui a décidé de se réorienter. Donc je prends un appel, et là je passe 1 heure ou 1 heure et demie au téléphone avec Ava, et clairement j'ai énormément de prise de conscience, parce qu'on met de la clarté sur ce que je vis en ce moment, la situation que je vis en ce moment, sur ce qui me convient pas dedans, et sur ce à quoi je voudrais que ma vie ressemble. Et à ce moment-là, je prends, je pense, la première décision qui a le plus transformé ma vie, et je décide de rejoindre l'accompagnement qu'ils proposent. Je crois que je suis une des premières à rejoindre leur accompagnement d'ailleurs, et l'accompagnement commence pas tout de suite, il commence, il me semble, juste avant les ECN, et là on est, je sais pas, 3 semaines avant ou 1 mois avant, et donc je décide de rejoindre cet accompagnement. Et à ce moment-là, je suis très loin d'imaginer à quel point cette décision est la meilleure décision que je pouvais prendre. Et finalement, j'attends avec impatience le début de cet accompagnement, et entre-temps, je rentre à Nîmes, je passe mes ECN. Je commence donc cet accompagnement avec Charles et Ava au tout début de l'été, donc au mois de juin. Juste au moment des ECN, je passe mes ECN, d'ailleurs de façon complètement détendue et apaisée grâce au mois que je viens de passer à me reposer et prendre soin de moi. Ça m'aide vraiment à aller dans un très bon état d'esprit aux ECN, et je pense que c'est vraiment aussi ce qui m'a permis d'avoir le classement que j'ai eu, qui était exactement ce que j'attendais, et qui était le même que celui que j'ai eu au concours blanc, alors que j'avais pas travaillé pendant 1 mois et quelques avant le concours. Donc clairement, un petit message aussi pour tous ceux qui pensent que pour réussir, il n'y a qu'un seul chemin et qu'une seule façon de faire. Clairement pas. Il y a plein de gens qui n'ont pas travaillé comme on voit les gens bosser là comme des oufs, et qui ont très bien réussi. Donc je pense que c'est important aussi de se rappeler de ça. Et puis j'ai aussi maintenant la croyance que clairement tout ça, c'est pas arrivé pour rien, et que si j'ai eu ce classement-là aussi, et que j'ai pas eu un classement top 1000 ou beaucoup plus haut en tout cas, c'est aussi parce que c'était pas ce dont j'avais besoin pour avoir la vie que je veux de toute façon. Donc j'ai aussi développé depuis une forme de confiance dans la vie, où je me dis que en fait rien n'arrive par hasard, et que si j'ai pas fait top 1000, c'est aussi parce que peut-être que j'aurais fait une grosse connerie et que j'aurais choisi une spécialité qui aurait été pas du tout adaptée pour moi. Donc voilà, et puis finalement, les ECN passent, l'été après la D4 qui dure plusieurs mois, là commence. Moi, je commence l'accompagnement avec Charles et Ava, donc je commence à apprendre à me connaître, apprendre à découvrir ce qui est vraiment important pour moi. Et puis, je me rappelle que cet accompagnement, c'est un énorme investissement pour moi, et donc je travaille pendant l'été pour pouvoir payer petit à petit cet accompagnement, parce que clairement à ce moment-là j'ai très peu de côté, parce que on est externe, donc c'est pas mes merveilleuses gardes aux urgences qui allaient me permettre de faire cet investissement-là. Donc je travaille pour cet accompagnement, mais je suis vraiment contente de l'investissement que je fais, et je sens vraiment que ça m'aide à mettre de la clarté sur ce qui est important pour moi et à apprendre à mieux me connaître. Et puis finalement, l'été passe, et je sens que l'envie de retourner à l'hôpital n'est pas hyper présente, voire même complètement absente. Et au moment, à la fin du mois de septembre, début octobre, au moment où ça commence à se concrétiser, on commence à choisir les stages, etc., clairement, je n'ai pas du tout envie de commencer mon internat. Je finis par choisir la médecine générale, parce que je me dis que 5 ans d'internat de psychiatrie, je vais jamais tenir. Et donc je choisis la médecine générale en me disant que probablement que je me sentirais, je trouverais une façon d'être épanouie dans cette spécialité-là, qui est une spécialité qui est magnifique et qui
qui est ultra variée et je me dis je vais pouvoir trouver ma voie dans cette spécialité-là. Et puis j'arrive en Martinique puisque c'est là où je décide de faire mon internat. Peut-être aussi pour m'éloigner un peu de là où j'ai fait mon externat. Je pense que j'avais besoin de prendre de la distance. J'avais pas conscience que j'avais besoin de prendre de la distance avec médecine. Je pensais que j'avais juste besoin de prendre de la distance avec la ville où j'ai fait mon externat. Et puis finalement, j'arrive en Martinique, l'internat commence, le stage que j'ai est vraiment un très bon stage pour commencer. C'est un stage aux urgences, mais dans un hôpital qui est cool, les chefs sont jeunes, ça se passe. Enfin, je sens que les chefs sont à l'écoute, que les co-internes avec qui je suis ont l'air vraiment cool. Enfin, je pars assez confiante, même si j'ai pas du tout envie de faire de la médecine. Je me dis ça va bien se passer. Voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je suis assez confiante sur le fait que ça va bien se dérouler et je vais très bien m'en sortir. Et puis l'internat commence. Assez rapidement, je me rends compte que ça me nourrit pas, ça me parle pas plus que ça et que je suis pas excitée à l'idée d'aller en stage. Je suis pas excitée quand je rentre chez moi. Ce que je fais, ça m'intéresse pas plus que ça. Je me rends compte que 50% des motifs d'hospice, quand je les vois, ça me saoule et j'ai pas envie d'aller voir le patient, que j'ai pas le temps de prendre le temps de parler avec les gens, ce qui est ce que j'aime le plus faire, que je suis dans un environnement où tout le monde est stressé, où il y a une pression de faut faire vite, il faut faire bien, et je sens que je me sens pas à ma place, mais je me dis voilà, c'est l'internat, ma vieille. En fait, c'est 3 ans et puis après, tu pourras faire ce que tu veux, quoi. Clairement, en fait, c'est le chemin, j'ai pas le choix. Je continue à penser que j'ai pas le choix. Je continue à croire que j'ai pas le choix, que de toute façon, il n'y a pas d'autre chemin et que je suis obligée d'emprunter ce chemin-là. Et à côté de ça, je suis toujours accompagnée donc, par Charles et Ava et je commence à me rendre compte qu'il y a d'autres choses qui me plairaient et je commence à me dire, ok, peut-être que je pourrais créer quelque chose qui pourrait réunir donc mes valeurs, ce qui est important pour moi et qui pourrait me permettre de me sentir vraiment à ma place, vraiment épanouie. Et je commence à amorcer cette réflexion-là en parallèle de tout ça. Et puis, je me souviens des premiers doutes, du retour de l'anxiété. Je me rappelle qu'en rentrant de stage, souvent le soir, je médite dans mon lit. Je fais de la méditation pour essayer de me calmer parce que le soir, j'arrive pas à dormir et c'est le retour des insomnies et le retour du stress un peu chronique. Donc le soir avant de dormir, j'essaye de respirer, etc. Et en fait, en faisant cette méditation, y a une des méditations que je fais où je me dis, mais en fait, qu'est-ce que tu fais ? Genre, t'as pas envie de faire ce que tu fais. Tous les matins, tu te lèves pour aller faire un truc qui n'a pas de sens pour toi. Et je me rends compte de ça et je me rappelle, je me redresse dans le lit et je dis à mon copain, mais en fait, qu'est-ce que je fais ? Genre, pourquoi je continue à faire ça alors que ça n'a pas de sens pour moi ? Et je me rappelle cette espèce de grosse prise de conscience. Et puis finalement, je suis quand même retournée en stage pendant encore quelques jours. Je ne me rappelle plus exactement à quel moment ça survient. Je pense que c'est tout début janvier, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai cette prise de conscience. Et puis, je vais en stage. Et puis, j'en peux plus, en fait. Les gardes, j'en peux plus. Ça fait même pas 2 mois que j'ai commencé. Notre planning, il est ultra cool. Genre, je travaille, je sais pas, je dois faire 30 à 40 heures par semaine maximum. On fait, je sais pas, je crois qu'on a 10 gardes dans le semestre. Enfin, c'est rien d'exceptionnel en termes d'horaire, mais en fait, j'en peux plus. Genre, j'ai pas envie d'y aller. Le matin, j'y vais, j'ai la boule au ventre. Le soir, quand je sors de stage, j'ai envie de pleurer sur le trajet du retour, tellement ce que j'ai fait dans la journée me parle pas et tellement je me sens pas à ma place et tellement je me sens pas compétente et j'ai vraiment l'impression de pas rayonner autant que je pourrais, quoi. Je sens que je suis limitée et que je suis pas dans le bon environnement, en fait. Genre, je sens que je suis pas au bon endroit. Et puis, je finis par en parler à une de mes chefs à la fin, au début du mois de janvier, juste avant mes vacances. Et je lui dis, voilà, en fait, je crois que j'ai pas envie d'être médecin. Donc, j'en discute avec elle. Elle est hyper à l'écoute. Et au final, je crois que je suis arrêtée pendant genre 2-3 jours, les 3 derniers jours avant de partir en vacances. Et après, il y a mes vacances. Donc, on discute et je crois qu'on en discute toutes les deux. Et on se dit que après les vacances, peut-être que ça ira mieux. Peut-être que j'ai juste besoin de vacances. Et donc,
rentre en métropole avec Bastien après donc ces 2-3 jours d'arrêt, etc. Je me souviens de vacances où je suis apathique, j'ai rien envie de faire. Je crois que mon ordi était tombé en panne, donc je faisais rien. Genre, j'avais rien envie de faire. J'étais même pas dans mon lit à regarder des trucs sur mon ordi ou quoi, puisque j'avais plus d'ordi, donc j'étais dans mon lit. J'avais pas de motivation, je me sentais vraiment pas au top et j'avais vraiment l'impression de genre compenser ces 2 mois de stage où je m'étais pas sentie épanouie et je me sentais pas me réaliser. Et puis finalement, je crois que je rentre seule en Martinique parce que je crois que Bastien, mon copain, avait un truc à faire pendant la semaine en question. Et donc, je rentre seule en Martinique. Et je fais une garde. Je crois que je rentre le vendredi et genre le samedi, j'ai une garde de 24 heures. Je crois que cette garde, c'était vraiment l'enfer. Enfin, je me souviens d'avoir... je crois que je pleurais dans les box quand j'étais avec les patients. Si c'était un patient qui ne voyait pas, je me rappelle d'examiner une vieille dame et d'être en train de pleurer pendant que je l'examinais en me disant mais qu'est-ce que je fais là, mais pourquoi je m'inflige ça alors que je me sens tellement mal et au niveau des symptômes de stress, etc., je me suis jamais sentie aussi mal de ma vie et je me rappelle de cette période de cette garde comme un enfer. Et le chef avec qui je suis, j'ose pas du tout lui en parler parce que lui, il a l'air vraiment d'être en mode il roule sur les gardes, ça lui pose aucun problème et tout. Et donc, du coup, j'ose pas du tout lui en parler. Mais je suis vraiment pas bien. Et en rentrant de cette garde, je me dis mais plus jamais je vais en stage. Genre vraiment, plus jamais je fais une garde où c'est plus possible. Et je me fais cette promesse à ce moment-là de plus jamais m'infliger ça, de plus jamais faire une garde. Et je crois que le lundi, genre c'est le samedi, j'ai mon repos de garde et le lundi matin, je suis de nouveau en stage et je suis à l'arrière des urgences, genre pas à l'endroit où on voit les patients en urgence, mais sur la partie où on a les patients qui sont en observation. Et je crois que genre je commence la matinée, je rentre dans le bureau, on discute vite fait avec la chef avec qui je suis et elle sort du bureau, je ferme la porte et là je pleure et je me dis mais qu'est-ce que tu branles en fait, genre pourquoi tu continues à faire ça, etc. Et donc après avoir pleuré un bon coup, je vais voir ma chef, enfin une autre de mes chefs du coup que celle avec qui j'avais parlé la première fois et je lui dis que c'est plus possible et que je peux plus continuer et que vraiment c'est impossible pour moi d'être interne, je veux plus être interne et je veux plus être médecin. Et donc à ce moment-là, je me souviens aussi vraiment de sa bienveillance et de la façon qu'elle a eu de recevoir ce que je vivais. Je me rappelle plus hyper précisément de comment ça se passe, mais globalement du coup je suis arrêtée. Il faut que je sois arrêtée, donc je finis par... je trouve un médecin généraliste qui veut bien m'arrêter. J'ai un psychiatre qui me met sous antidépresseurs parce que clairement on m'explique que le problème c'est que j'ai des symptômes mais personne à aucun moment est ok avec le fait que peut-être je suis pas à ma place dans ces études là et en fait tout le monde va m'expliquer que ah oui mais moi aussi j'ai douté mais maintenant en vrai ça va, je suis contente, je travaille tant d'heures, je gagne tant et ça va. Et en fait, moi, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'entends ça et je me dis, mais putain, mais j'espère que quand j'aurai 35 ans, quand on me demandera si je kiffe ma vie, je répondrai pas ça va, quoi. Que je répondrai, putain, ouais, ma vie, elle est ouf et je suis trop heureuse d'être là et je suis heureuse de me lever le matin. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, le contraste entre ce dont j'ai envie et ce dont je rêve et ce que les gens m'expliquent de, ouais, mais moi, tu sais, j'ai douté, mais maintenant, ça va, je suis bien payée pour faire un métier qui, c'est pas ouf, mais ça va, quoi. C'est un métier reconnu, voilà. Et à ce moment-là, je me rappelle d'une colère, en fait, mais comment on peut se montrer en tant qu'exemple en disant ça et trouver ça... je suis en colère contre ça et je comprends pas que ce soit ça qu'on me transmette. Et puis, à cette période-là, je recommence à avoir envie de mourir. Et à avoir envie parce que justement je supporte pas l'idée de me dire j'ai raté en fait, j'ai échoué
Je vis ça vraiment comme un échec et je supporte pas ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je vais pouvoir annoncer ça à mes parents? Comment mes potes qui sont tous en médecine vont le prendre? Et puis surtout, je suis qui en fait si je suis pas en médecine? Enfin, clairement là, c'est une période de début février jusqu'à je ne sais pas quand cette période s'est terminée où je suis paumée en fait. Je sais pas qui je suis parce que en dehors de médecine, j'ai rien développé et je prends vraiment conscience que je sais pas en fait ce qui est vraiment important pour moi, etc. Je fais plein d'exos avec l'accompagnement de Charlie Hava pour déterminer tout ça, mais en fait j'ai tellement passé de temps à pas faire ce qui est important pour moi que je sais même plus ce qui est important pour moi. Et à cette période-là, je me dis vraiment, mais en fait, je dois pas être seule à me sentir comme ça. Et c'est à ce moment-là que je me dis, en fait, je vais créer un groupe Facebook, je vais créer un groupe pour discuter avec d'autres étudiants et voir s'il y a d'autres personnes qui ont arrêté, s'il y a d'autres personnes qui ont eu envie d'arrêter, comment ils sont maintenant, et puis parler avec des étudiants qui ont envie d'arrêter et qui maintenant sont profondément épanouis dans ce qu'ils font et qui vivent la vie de leurs rêves et qui sont heureux. Et donc, dans cette démarche-là, je crée mon groupe Facebook, je crois que c'est au mois de mars, donc il y a pile 1 an, je crée mon groupe Facebook sur... Colibri Libre, donc le groupe qui s'appelle aujourd'hui Colibri Libre. Et donc, je crée ce groupe Facebook, je commence à partager un témoignage dans... je sais plus si c'est dans Entraide de CNI ou dans Interne de France, donc dans un autre groupe Facebook. Je partage un témoignage de ce que je vis et je dis, je vais créer une communauté d'entraide pour la santé mentale des étudiants en médecine. Donc, venez, rejoignez-moi, on va créer une safe place, en fait, pour pouvoir parler de tout ça. Et donc, je crée mon groupe Facebook. Et là, je tombe de haut. Je me rends compte que je suis loin d'être la seule et qu'en fait, énormément d'étudiants en médecine vivent la même chose que moi et que ça va aussi loin que moi, voire pire pour certains. Et clairement, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui m'appelle là-dedans et qu'en fait, il faut faire quelque chose. Enfin, on peut pas laisser la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Je crois que les chiffres, peut-être que vous les connaissez pas. Moi, à force de les dire, j'ai l'impression que tout le monde les connaît, mais je crois qu'il y a 75% des étudiants en médecine qui ont des symptômes de burn-out, 40% qui ont des symptômes dépressifs. Il me semble que... je me rappelle pas du nombre d'étudiants qui ont eu des idées suicidaires pendant leurs études, mais c'est pareil, c'est impressionnant et c'est effarant. Et un interne en médecine se suicide tous les 18 jours. Et en fait... j'ai ces statistiques en tête, je les connais vaguement depuis un moment. Mais en fait, voir les personnes avec leur nom, leurs photos sur Facebook et voir toutes ces personnes qui vivent la même chose que moi et me rendre compte qu'en fait, on n'en parle pas, que personne n'est au courant et que moi, je me sens seule et je me sens comme une merde alors que je suis hyper entourée, que j'ai des amis autour de moi qui sont extraordinaires, j'ai une famille, j'ai la famille de mon copain, j'ai mon copain, j'ai énormément de personnes autour de moi qui me soutiennent, qui sont là pour moi et qui m'aident à traverser ce que je suis en train de traverser. Et dans ce moment, je me dis, mais en fait, comment ils font ceux qui n'ont pas ça? Et en fait, c'est à ce moment-là que je me dis, c'est intolérable, insupportable pour moi de me dire qu'il y a des gens qui vont vivre ce que je suis en train de vivre et qui n'auront personne à qui en parler et qui n'auront pas toutes les ressources que moi, on me donne actuellement pour m'en sortir. Et c'est à ce moment-là que je me dis, mais en fait, il faut faire quelque chose et il faut créer quelque chose. Et le premier accompagnement que je crée, c'est pour aider des étudiants, des externes, des D4 à aller jusqu'aux ECN. Et donc, j'accompagne les 3 premières personnes jusqu'aux ECN pendant 3 mois. Et enfin, je me dis... là, j'ai vraiment le sentiment d'être utile, j'ai vraiment le sentiment d'être à ma place et ça me permet de vraiment reconnecter à pourquoi j'ai fait médecine et à quoi ça a servi tout ça parce que c'était difficile pour moi d'envisager que ça ait pu servir à rien et en fait de voir que
tout ce parcours-là, il m'a permis aujourd'hui d'aider des personnes à se sentir mieux et à aller jusqu'à leurs ECN en étant fière d'elles et d'arriver à voir que le classement et tout ce qui s'ensuit, ça détermine rien et qu'en fait, on peut tout à fait être heureux en faisant un métier qui a du sens pour nous et que finalement, ce qui est le plus important, c'est de trouver quelque chose qui va avoir du sens pour soi et pas un classement ou une spécialité prestigieuse ou je ne sais quoi. Et en fait, je commence du coup à voir le groupe Facebook grandir. J'ai des discussions avec plein d'étudiants qui me disent que ça les aide d'en parler. Et je commence vraiment à me dire, waouh, ok, il y a vraiment un besoin et il y a vraiment quelque chose de magnifique à créer. Et en fait, qui de mieux que quelqu'un qui a vécu ça, qui a traversé toutes ces épreuves-là pour comprendre ce que c'est et comprendre ce qu'on vit et à quel point ça peut être difficile d'en parler et d'expliquer parce que quand on n'a pas vécu ça, c'est pas évident de le comprendre. Et donc, je commence à vraiment retrouver du sens dans mes journées. Parce qu'il faut savoir qu'être en arrêt pendant l'internat, c'est pas forcément le truc le plus évident du monde. Parce qu'en fait, on se sent comme une merde. En fait, on se dit, voilà, mes co-internes, ils ont plus de travail à cause de moi. En plus, ils comprennent pas forcément parce qu'ils savent pas ce que je vis. Et c'est difficile de comprendre quand on vit pas le problème, ce que la personne est en train de vivre. Et eux aussi, c'est difficile pour eux ce stage potentiellement. Et du coup, ils comprennent pas forcément. Et donc, on se sent vraiment comme une merde, clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Et le fait de pouvoir aider d'autres personnes, ça me permet vraiment de reconnecter à mon utilité, en fait. Et de me dire, ok, là, je fais quelque chose qui a du sens. Là, je fais quelque chose qui est important pour moi. Et puis ça y est, en fait. Je vois ce que je vais pouvoir faire si j'arrête. Et à ce moment-là, j'ai pas encore pris la décision et c'est pas encore simple pour moi d'envisager d'arrêter complètement. Je commence à en parler un peu avec mes proches, leurs réactions sont pas forcément, m'aident pas forcément à prendre la décision d'arrêter, au contraire, parce que eux ils ont peur pour moi, ils ont envie que ils comprennent pas en fait, ils ont pas vécu ma vie et donc ils comprennent pas pourquoi je veux arrêter et c'est super dur à expliquer en fait, c'est pas évident d'expliquer ce qu'on a traversé, surtout que à ce moment-là, je partage pas du tout tout ce que je vous partage là et il y a une partie de ce que je vis que je dis pas parce que j'ai pas envie de faire souffrir mes proches et que j'ai pas envie qu'ils s'inquiètent pour moi et donc j'arrive pas forcément à tout raconter et je rentre pas dans le détail surtout donc ils ont du mal à comprendre pourquoi finalement à ce moment-là c'est plus important pour moi d'arrêter mes études plutôt que d'arrêter ma vie et puis finalement, après des mois à créer tout ce que j'ai créé au mois de novembre 2023, je commence à pouvoir envisager ma vie avec l'activité que je fais aujourd'hui et avec le fait d'aider d'autres étudiants qui sont pas épanouis, qui se sentent pas heureux dans leurs études, à vraiment retrouver du sens, retrouver l'épanouissement, se retrouver et vraiment connecter à ce qui est important pour eux pour devenir un médecin vraiment heureux et épanoui et donc compétent, ou alors à se réorienter pour ceux pour qui la médecine n'est pas ce qui leur permettra d'être épanouis. Et je retrouve vraiment du sens à travers ça et donc c'est à ce moment-là que je prends la décision d'arrêter médecine définitivement et à ce moment-là je suis vraiment fière et soulagée de prendre cette décision. J'ai accompagné des gens, j'ai vu l'impact que je pouvais avoir et comment je pouvais les aider. Je commence à avoir les premiers retours du coup des personnes que j'accompagnais. Je vois que ce que je fais ça a du sens. Je vois que le groupe prend de l'ampleur, que les gens tire vraiment beaucoup de valeur des conférences et de tout ce que je fais et je commence à voir vraiment qu'il y a quelque chose
d'extraordinaire à faire. Et je décide d'arrêter et je me lance à 100% dans ce que je fais aujourd'hui. Et petit à petit, je redécouvre ce que c'est qu'une vie qui a du sens. Je recommence à faire tout ce qui est important pour moi. Je remonte à cheval, je prends des cours de tennis, je me remets à chanter, je me remets à aller marcher dans la nature sans regarder l'heure toutes les 5 minutes. Et je passe mon premier Noël plus en médecine. Et pour la première fois depuis 6 ans, en fait, je peux manger à table le repas de famille sans me dire que ce que je suis en train de faire, peut-être que je perds du temps sur mes révisions, que peut-être que je devrais être en train de bosser, etc. Et ça fait vraiment partie des choses qui n'ont pas de prix et qui me font me dire tous les jours que j'ai pris la bonne décision. C'est que pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment l'impression d'avoir le temps de profiter de mes proches, de ma famille, de pouvoir faire un repas de Noël, 2 repas de Noël, 3 repas de Noël, de pouvoir aller me balader et profiter de cette période de vacances. Et je revois défiler derrière mes yeux tous les Noëls où je suis en train de réviser le 24 décembre à 19h parce que en fait, je dois bosser jusqu'à la dernière minute et puis avec mon frère, on s'accorde le 24 soir et le 25 matin, puis après on reprend, après le repas du 25, on reprend nos révisions. Et je revois tous ces Noëls, mon Noël de D1, mon Noël de D2, mon Noël de D3, mon Noël de D4. Et je me dis, mais en fait, je sais pourquoi j'arrête. Parce que j'étais en train de complètement passer à côté de ma vie et de complètement passer à côté de ce qui était le plus important pour moi. C'est-à-dire les moments en famille ou avec mes amis, les moments avec mes proches, le fait d'avoir le sentiment de vraiment aider les gens et d'avoir le temps de faire tout ce qui compte dans ma vie, c'est-à-dire toutes les petites choses qu'on fait au quotidien. Et je me rends vraiment compte que je suis passée à côté de ça pendant 6 ans et qu'en fait, j'ai du temps à rattraper. Et je pense que c'est la première chose, c'est vraiment une des principales choses qui me permet de réaliser à quel point j'ai pris la bonne décision. Et la deuxième chose à laquelle je pense, c'est quand je suis en coaching, enfin en séance de groupe avec les étudiants et internes que j'accompagne, là ces dernières semaines particulièrement, et que j'ai les larmes aux yeux d'inspiration, de voir ce que j'ai créé, ce que ça apporte, l'impact que ça a pour eux, de voir tous ces petits humains extraordinaires en train de redécouvrir qui ils sont, de reconnecter avec ce qui est important pour eux. Et là, quand je vois ça, je me dis que je sais pourquoi j'ai fait ces études de médecine, je sais à quoi ont servi ces 6 ans et demi de sacrifice, parce que c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de créer ce que j'ai créé et d'avoir les larmes aux yeux en voyant ce que j'ai été capable de donner et comment je peux impacter le monde quand je suis vraiment à ma place et que je peux vraiment rayonner comme j'en ai envie. Et donc finalement, si je devais conclure ce podcast, je dirais que je réalise vraiment aujourd'hui 2 choses. À quel point tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, toutes les choses difficiles que j'ai traversées, toutes les épreuves étaient parfaites pour m'amener exactement là où je suis aujourd'hui et pour m'amener à créer ce que j'ai créé qui est au début mais qui va probablement apporter une énorme différence pour tous les étudiants en médecine et internes, voire même pour tous les soignants de France. Et la deuxième chose, c'est que il n'y a rien de plus important que de vivre selon
nos valeurs et selon ce qui est le plus important et le plus fondamental pour nous. Et je me remercierai jamais assez de cette décision que j'ai prise, même si c'était la décision la plus difficile de toute ma vie. Je me remercierai jamais assez. Et si je pouvais revenir en arrière et me dire quelques mots, je me dirais vraiment t'en es capable, t'as pas idée de ce dont t'es capable, et au pire, t'as rien à perdre, tu peux y arriver, et vraiment écoute ton cœur et arrête d'écouter les autres et arrête d'écouter tes peurs. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'est la première fois que je faisais ce genre d'exercice, donc pardon pour les peut-être fautes de français ou les erreurs qu'il y a eu. Je vous envoie tout mon amour, toute ma bienveillance, et je vous dis à très vite, et prenez soin de vous.